ici Armorique. Le lundi, c'est Rosie. Chaque lundi soir, votre rendez-vous pour tout savoir sur les rouges et noirs. C'était le premier samedi du mois avant-hier et Rennes a pris une belle fessée au Parc des Princes. C'était pas sur Canal, mais on va vous décrypter tout ça dans un instant. Revers 5-0 pour les hommes d'Habib Beye, les prestations individuelles au crible dans les tops et les flops. Notre traditionnel quiz qui portera sur les confrontations avec le Stade brestois. On rappelle que Rennes va jouer Brest samedi prochain. Plusieurs coups de gueule pêle-mêle sur le manque d'agressivité, l'arbitrage, mais aussi les lourdes défaites qui s'accumulent depuis le début de mandat d'Habib Beye. On va se projeter, je vous l'ai dit, sur la réception de Brest. Brest qui est en forme en fin d'émission. Le lundi, c'est Rosie. La 88e, c'est parti. Le lundi, c'est Rosie. Salut tout le monde, bienvenue dans le lundi, c'est Rosie en podcast et sur YouTube. N'oubliez pas de vous abonner. D'ailleurs, faites une petite pause si vous êtes en train de nous regarder sur la vidéo YouTube. Faites pause, vous allez vous abonner, ça n'engage à rien, ça prend une quinzaine de secondes et nous, ça peut beaucoup nous aider. Donc voilà, je vous invite à vous abonner si vous le pouvez. D'ailleurs, on vous a mis récemment un petit contenu. Voilà, on en profite, on a une chaîne YouTube, on a remis un entretien qu'on avait pu tourner avec Warmed Omari en 2022 dans son quartier de Villejean. C'était très sympa, on avait rencontré ses proches notamment, il nous avait raconté un petit peu sa jeunesse dans ce quartier de Villejean. Warmed Omari qui est toujours un joueur du Stade Rennais, je le rappelle, qui est prêté du côté d'Hambourg. Il est blessé en ce moment d'ailleurs, donc on lui souhaite tout le meilleur et surtout un rétablissement rapide à Warmed Omari. Notre équipe de ce lundi soir, côté ancien joueur, on a fait le choix de la jeunesse aujourd'hui avec notamment Emilien Waflard, joueur de l'AS Vitré formé au Stade Rennais. Salut Emilien. Salut François, salut à tous. Comment ça va Emilien ? Très bien, on sort d'un week-end victorieux, donc très bien. Ben oui, ça fait du bien, et puis vous allez bientôt jouer le Stade Rennais d'ailleurs. Ce week-end à la Piverdière. On viendra vous voir peut-être ? Ah bah non, c'est en même temps que les pros quasiment. Non, c'est à 14h30. Je pense qu'ils ont fait exprès, c'est avant. Ok, on va peut-être jeter un œil. Il était à la Piverdière ce week-end d'ailleurs aussi à vos côtés. Florent Boursier, il allait voir les U19, ancien éducateur à l'école de foot, ancien entraîneur notamment de Désiré Doué ou de Leslie Hugo-Choukou. Comment ça va Florent ? Salut François. Alors salut à tous. Nos U19, il y a des joueurs que vous avez repérés ? Très beau match hier, très beau match. 5-0 pour les hommes de William Stanger. Beaucoup du 17 dans l'équipe des U19. Donc souvent belle prestation face à Avranches. Avec un doublé notamment d'Elias Lejeune Quignonez. Qui revenait de Paris. Il y avait Akabou dans les buts aussi, qui était au Parc des Princes, qui était le 21e homme. Week-end chargé pour les deux hommes. Lejeune Quignonez, première en pro au Parc des Princes. Le lendemain, face à Avranches en U19. Mais c'est bien, ça leur montre que le chemin est encore long aussi pour redevenir un vrai joueur professionnel à part entière du Stade Rennais. Côté supporter, Guillaume est là, habitué de l'émission. Salut Guillaume. Salut François, salut à tous. Comment ça va ? Ça va. Vous êtes remis de ce week-end ? Ouais, ça va. Ouais. Vous étiez en parkage ou pas vous ? Non, je sais que vous avez l'habitude de voyager. J'ai pas eu cette chance. Il paraît que le parkage était très sympa, mais on en parlera parce que je crois que vous êtes certains d'en avoir parlé dans vos coups de cœur. À vos côtés, notre expert de la culture galaise et de la langue gallo, Mickaël Genevet, qui est là. Salut Mickaël. Chaque vote bon ça, Yann. Bonsoir à toutes et tous. C'était la traduction, j'imagine, juste après. C'est ça, tout à fait. Et alors, je vous ai demandé, Mickaël, de nous dire comment on disait une déculottée, une fessée, un match compliqué en gallo. Vous avez la réponse. Ouais, une pilée, une javelée aussi. Une javelée ? Ouais, une javelée, ouais. Et il y en a une bonne hier, ouais. Le Stade Rennais a pris une bonne pilée du côté du Parc des Princes. D'ailleurs, il n'y a pas de but rennais, donc il n'y a pas de résumé audio. On va s'épargner ça. On va pouvoir débriefer tout de suite cette rencontre ensemble dans le lundi, c'est Rosie. Le lundi, c'est Rosie. Le débrief. Ouais, une pilée 5-0 donc pour le Stade Rennais. Je rappelle quand même les buteurs. Gvara par 2 fois, Mayulu, Mbaye et Gonzalo Ramos, les buteurs parisiens. On rappelle aussi que Jérémy Jacquet a été exclu à la 73e minute. On en reparlera notamment de cette exclusion. Rennes est 6e après cette défaite 5-0. Il y a pas mal de gros qui ont perdu ce week-end. Il n'y a pas non plus, même si... Peut-être que devant, ça prend un petit peu le large. On va dire que derrière, ça reste assez serré entre la 5e et la 8e place dans cette Ligue 1. Justement, sur le classement, est-ce que, avant de parler vraiment du match, cette 6e place, Rennes est à sa place pour vous, messieurs, Guillaume ? Ou est-ce que vous avez envie de encore, vous croyez au fait qu'on puisse aller voir plus haut ? Moi, j'ai un projet, c'est le projet Conférence League. Vous aussi, vous êtes tellement des supporters rennais à ce projet. Donc, si on suit ce projet-là, on est dans les temps. Eu égard à notre début de saison très compliqué, je trouve qu'on s'en sort plutôt pas mal finalement sur la fin de cette première partie de saison. Donc, je trouve qu'on est à notre place. Ouais. Mickaël ?
Oui, bah voilà, on a fait tous les mêmes constats d'une période compliquée pour le Stade Rennais. Maintenant, moi j'y crois. Je crois que Rennes peut Aller plus haut encore ? aller plus haut, peut-être pas, mais au moins, oui, viser la Conférence League. Je pense que ça peut être un objectif qui est D'accord, donc c'est parfaitement pas non atteignable. plus très ambitieux. Non. On reste Mais sur au une vu ambition mesurée. du début de la saison, Ouais. il faut rester raisonnable et je pense, malgré tout, ambitieux quand même sur ce point-là, ouais, je pense. Les anciens joueurs, nos jeunes anciens joueurs, formateurs, éducateurs, c'est dommageable quand même le score aussi. On peut parler du classement. Mais ce score de 5-0, est-ce qu'il va pas être dommageable long terme, je dirais, sur le goal average, par exemple? J'y pense, Emilien Wafflard. Je pense qu'on pourra le voir qu'à la fin de saison dans tous les Ouais. cas. Mais pour revenir au classement, moi je pense que notre fourchette c'est de 4, 5, 6, 7 en fonction de la Coupe de France. Ouais. Je pense que c'est à peu près là qu'on se situera aussi à la fin, à mon avis, vu la qualité de notre effectif. Et après, c'est d'ailleurs c'est dans le budget de Rennes, quoi. On va dire Rennes est à peu près Ouais. à sa place par rapport à son budget. Florent sur le classement, Ouais, moi, je désespoir rejoins, d'avoir je rejoins Emilien, c'est notre place aujourd'hui. Je pense que les 3-4 premières places sont très compliquées à aller chercher aujourd'hui, au vu là, la dynamique de des équipes l'écart et de la là-haut. dynamique qu'il y a en haut. Même du niveau Marseille, Oui, Lille, c'est Lens, Paris semble, je pense qu'on sera tous d'accord, un peu supérieur aujourd'hui. On verra combien de temps Lens durera, mais ils ont quand même pris déjà pas mal d'avance aussi. Ouais, pas mal d'avance. Donc ils sont beaucoup plus réguliers. Nous aujourd'hui, on manque de régularité quand même. On va faire des séries. On a fait une série, mais là aujourd'hui, on verra si la défaite de ce week-end entache les matchs allés en fait. Et je le disais, ce match finalement, il y a pas mal d'autres équipes qui ont perdu. C'était à Paris. On a posé la question avant de débriefer justement à Valentin Rongier après le match. Est-ce que c'était, bon, même s'il y a ce lourd score, un match à part, un match bonus entre guillemets? Écoutez ce que nous dit le capitaine rennais à cette question. Est-ce que c'était un match à part quand même, ce match au Parc des Princes face à Paris? Valentin Rongier. Non, il n'y a pas de match à part. On était venu ici pour faire un résultat. Je pense qu'on a essayé de jouer quand on avait le ballon. Voilà, on a fait ce qu'on voulait à la base. Et il y a beaucoup de choses qui ont été intéressantes sur le match, notamment sur des ressorties de balles où on a réussi à se créer des situations. Mais c'est trop insuffisant sur 90 minutes. Donc non, c'est pas un match à part. On était venu pour avoir un résultat et on est très déçus. Juste, est-ce qu'il y a des regrets quand même sur l'action à 0-0, Esteban, la parade de Safonov et sur le compte, vous prenez un but là, on imagine dans la tête c'est... Oui, bien sûr, mais quand je parle des zones de vérité, c'est ça. Parce que moi aussi j'ai une opportunité sur le corner joué à 2 où je dois mieux faire. Et c'est pas des détails, c'est ce qu'on dit à chaque fois, ouais, ça joue sur des détails, mais c'est pas des détails, c'est juste qu'ils ont été meilleurs que nous dans ces zones-là. Voilà, ils étaient ambitieux les Rennais quand même, hein, il le dit Valentin Rongier, c'est pas un match à part, ça reste 3 points de perdus, on attendait autre chose. Et je vais prendre le débrief, on va dire, dans l'ordre chronologique, il le dit, il y a quand même une bonne entame. Est-ce que vous aussi vous avez constaté ça? Est-ce que, on va dire, sur la première demi-heure devant votre écran, vous vous disiez, tiens, ce Rennes-là, il a peut-être une chance de faire quelque chose, Guillaume? J'ai revu le match du coup hier après-midi. C'est bien. Et j'ai trouvé, ok, il y a une bonne entame, mais on sent quand même que Paris a un cran au-dessus, voire 2. Donc non. Donc moyennement. Ouais. Moyennement bonne entame, qu'aurait pu et En fait, dû être concrétisé par un but de Le Paul, mais malheureusement on est tombé sur un grand Safonov. Donc, Encore oui. Une nouvelle fois, parce que vous, je sais que vous êtes aussi... vous connaissez bien l'histoire du Stade Rennais, mais je pense qu'on est certains de se souvenir que Matvei Safonov gardait les cages de Krasnodar à l'époque en Ligue des Champions. Il nous avait fait très mal. Oui. Il nous avait fait très mal. On n'a pas de bol de se retrouver à chaque fois face à Safonov. Sur l'entame, Emilien, est-ce qu'elle est bonne ou est-ce que vraiment c'est surtout des petites séquences? Moi, c'est le sentiment que j'ai. On dit qu'il y a une bonne entame. J'ai l'impression qu'il y a quelques séquences dans cette première demi-heure qui sont intéressantes, mais déjà Paris, comme le dit Guillaume. J'ai pas revu le match, donc moi je reste sur ma première impression. Et je trouve que j'ai beaucoup aimé paradoxalement le match. D'accord. Même si on s'est pris 5-0. Non, mais c'est bien, c'est intéressant justement. Déjà, je trouve, quand je vois le début de match, je me dis, déjà, on y va, on n'a pas peur. On va haut sur le terrain, on n'hésite pas, on fait des belles ressorties de balles. On tente des choses. Et j'avais peur que contre Paris, on se mette derrière et voilà. C'est peut-être ce qui aurait été mieux, je sais pas, au final. Mais moi, j'ai plutôt bien aimé le match et surtout le début de match. Ouais. Après, je l'ai vu qu'une fois le match. Donc voilà. Donc peut-être l'émotion prend le dessus. Paris est au-dessus, mais on s'y attend déjà tous. Ouais, on s'y attend, même si Paris, ces dernières semaines, n'était pas hyper souverain. Je rappelle que Paris restait quand même sur une défaite 1-0 face à un Monaco qui est quand même
pas un très grand Monaco cette saison, hein, je pense qu'on sera tous d'accord. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Florent, sur cette entame, en tout cas sur ce que les Rennais ont livré? Il le dit, Emilien, c'est vrai qu'on est ambitieux, on va aller chercher haut sur certains 6 mètres, même ils sont obligés finalement de jouer long. Safonov dit à toute l'équipe, on remonte. Mais est-ce que c'est la bonne solution face à Paris? C'est aussi la question que je me pose. En fait, on a fait ce qu'on fait depuis 3-4 semaines. Donc, je pense que la consigne, c'était de continuer comme ça. Après, c'est sûr que contre Paris, on sait très bien que plus on va se livrer, plus on va laisser des espaces et plus pour eux, ça va être plus facile. Et moi, je trouve dans l'agressivité, on a manqué quand même. On en parlera, mais allez-y, vous pouvez déjà dévoiler un peu le sujet. On a manqué d'agressivité et du coup contre Paris, on sait très bien que si on est dans les duels, on n'y est pas. C'est hyper compliqué. Après, pour revenir sur la dynamique de Paris, je pense que la défaite à Monaco nous fait du mal aussi parce que Paris ne perdra jamais 2 fois d'affilée en championnat. Alors ça leur est arrivé l'année dernière, figurez-vous. Je suis allé regarder l'année dernière et en plus au moment où ils marchent sur l'eau, alors ils ont une demi-finale de Ligue des Champions entre les 2 matchs, mais ils perdent d'abord contre Nice en ayant l'équipe A, hein, l'équipe qui joue la finale de LDC. Après ils gagnent contre Arsenal en demi-finale allée de Ligue des Champions. Puis ils perdent contre Strasbourg en championnat où là ils avaient aligné une équipe plutôt de remplaçants. Mais ça leur arrive. Après, ils étaient quasiment déjà champions de France. On est sur les journées 30-31. Effectivement, c'est peut-être un peu différent. Mickaël, est-ce que quand Rennes est ambitieux comme ça, quand Habib Beye choisit, comme l'a souligné Emilien, d'aller haut, on se place pas un peu dans la position du taureau dans une corrida, si je puis me permettre, qui finalement, à force, va se faire épuiser à courir après le ballon? Est-ce que vous, ça vous plaît? Comment vous le voyez? Non, moi j'ai regardé le match et j'ai bien aimé Rennes. J'ai bien aimé vous le aussi, Rennes. vous êtes un peu comme Emilien. Tout à fait. Ouais, j'ai bien aimé ce qui était proposé. Alors après, ça fait écho à notre discussion d'avant sur les autres équipes. Ce qui manque véritablement à Rennes, c'est l'impact physique. C'est-à-dire, il propose un beau jeu, c'est agréable à voir, mais ce qui manque, c'est pour moi l'impact physique. Et ce qui est très différent sur des équipes comme Marseille, Lens, où ça envoie, quoi, ça envoie réellement. Et je trouve qu'à Rennes, c'est aujourd'hui ce qui manque. Alors, en début de saison, il y en avait trop, on prenait des rouges. C'est ça, exactement, c'est ça. Tous les c'est matchs. peut-être l'expérience de début de saison qui a refroidi certaines ardeurs, ouais. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a forcément face à un club comme une équipe comme le PSG, on peut apprécier le jeu, mais c'est largement pas suffisant par rapport à ça, quoi. Est-ce qu'il y a un manque d'agressivité, comme le disait Florent, Guillaume? Est-ce que vous aussi vous relevez ça? J'en parlerai un petit peu dans l'arbitrage, mais Rennes a fait que 5 fautes dans le match, hein, après quand même 3 jaunes en 5 fautes. Paris a fait plus de fautes, Rennes a plus le ballon, donc logiquement l'équipe qui va faire le plus de fautes, c'est celle qui a le moins le ballon, hein. C'est un peu étonnant, je trouve, cette statistique. Alors oui, je dirais qu'il y a peut-être eu un manque d'agressivité, mais je dirais en fait que c'est peut-être à corréler par rapport au fait que l'effectif est relativement jeune, malgré qu'on ait des... manque de vis en fait. Ouais, c'est ça, totalement. C'est le vice, peut-être les petites fautes qu'il faut faire à des endroits clés, en fait, notamment dans les transitions, ce genre de choses. Et du coup, c'est peut-être la limite, entre guillemets, de cet effectif à ce sujet, c'est il faudra peut-être encore rajouter de l'expérience, même si on a des Rongier, des Frankowski qui connaissent bien la Ligue 1, rajouter encore un peu plus d'expérience pour faire ce genre de fautes qu'il faut aux endroits clés. Mais bon. Là, Emilien qui veut une équipe jeune au Stade Rennais, qui veut une équipe centre de formation, il va pas être d'accord avec ça, forcément. Si. Je pense qu'il faut pas. On peut être jeune et savoir faire des fautes. Oui. Non, mais même pas pour revenir aux fautes. Je pense que sur l'analyse du match, faut pas qu'on oublie que ça se joue à 10 secondes. On est à ça d'ouvrir le score et le match, c'est pas du tout le même. Eh ben écoutez, on va écouter Habib Beye et c'est bien parce qu'il parle à la fois. Et on aurait récompensé. Il parle à la fois, vous allez l'entendre, de peut-être et sur ce premier but notamment, du fait que on casse pas l'action au moment où ils repartent en contre et du tournant de ce match qui est effectivement sans doute cette frappe d'Esteban Le Paul, cette parade incroyable de Matvei Safonov qui met le ballon sur ce poteau. Écoutez Habib Beye qui nous parle sans doute du tournant de cette rencontre, même si ça termine à 5-0, ça peut être étonnant de parler de tournant, mais voilà, il se passe quelque chose autour de cette 30e minute, 28e, c'est cette frappe de Le Paul. Écoutez l'entraîneur du Stade Rennais. On a une opportunité de marquer les premiers dans ce match et puis le ballon part sur leur côté droit et en fait ils arrivent à sortir alors qu'on a plusieurs moments on peut gagner ce ballon, en tout cas stopper l'action et de temps en temps il faut faire preuve de malice et on prend cette transition, on voit Askelia fait un exploit individuel et marque le premier but donc c'est ce qui nous a accueillis à froid et le deuxième on est statique face à leur qualité technique. Manque d'agressivité dans ces zones de vérité et face à ces équipes-là, vous le payez cash. Mais ce qui est dommage, c'est que dans cette première mi-temps, on a joué au football, on a sorti le ballon, on a été les pressés sur chaque sortie de balle. On a récupéré des ballons, on les a empêchés de poser leur jeu.
Et malgré tout, on a été confronté à leur extrême qualité. On a vu une stat, vous avez fait que 5 fautes dans le match, est-ce que c'est Ça normal? prouve que justement, dans ces situations-là, surtout sur les situations de pressing, il faut être capable de faire faute. Eux arrivent à le faire lorsqu'ils sont pris. Nous, aujourd'hui, on a montré un petit peu de naïveté à ce niveau-là et on a été punis, très clairement. Voilà, vous avez vu, c'est bien cadré en plus, hein, ça reste bien droit pendant tout le moment où je filme Habib Beye. Non, mais pour parler du fond de ce que dit le coach, voilà, il redit un petit peu ce qu'on dit. C'est vraiment un tournant pour vous ce match, enfin sur le match, cette occasion de Le Paul qui se transforme en autre chose, Florent Boursier? Tournant, je sais pas. À 5-0, moi je trouve que c'est dur de dire que c'est le tournant. Oui, moi je suis d'accord avec toi. C'est compliqué de dire que c'est le tournant. Après, le match n'aurait pas été le même si on avait ouvert le score. Ça, c'est sûr. Mais je pense que Paris. Que Paris était supérieur? Oui, était supérieur. Mais c'est vrai qu'ils auraient peut-être douté, Emilien. Pour vous, c'est le tournant. Je vous vois réagir Ah oui, c'est le premier but du match. Le langage non verbal est assez clair. C'est le premier but du match. On fait 30 minutes vraiment intéressantes. Je pense que si on marque Paris qui reste sur une défaite, nous qui sommes sur plusieurs victoires d'affilée, je pense déjà mentalement, on leur met un coup et on se met en confiance. À Paris, il y a tout qui rentre en jeu. Après, dès qu'on marque un but, on sait très bien, on se parle, on dit il reste 15 minutes, on tient jusqu'à la mi-temps. C'est des détails, mais c'est important, je trouve. Et ça revient à la faute. C'est vrai qu'on aurait dû faire peut-être une faute sur la contre-attaque, c'est vrai. Mais c'est ça, parce qu'après, ils ont une sortie de balle à droite qui est intéressante. Ouais. Alors, ça finit à gauche avec Vara, mais sur la sortie de balle à droite, il y a peut-être moyen de faire une faute. Tournant pour vous aussi, messieurs, Mickaël, il vous est resté en travers de la gorge ou c'est un peu... Non, le tournant du match, pour moi, il n'est pas là. Il est sur le troisième but que Rennes prend. Pour moi, c'est le troisième but. Et on voit le Rennes après le troisième but est très différent. Cool. Et perd en intensité, perd en volonté, en dynamique. Et voilà, pour moi, il est là le tournant du match. Sur l'erreur de Samba, de relance, on peut le dire, et puis on parlera de lui dans les tops et les flops d'ailleurs, mais c'est ça pour vous. Donc, oui, tout à fait. Le tournant du match, pour moi, il est là. Ouais. Et je suis assez d'accord parce qu'on le sait, le troisième but, c'est souvent le plus important dans un match parce qu'à 2-0, et en plus, s'il y a bien une équipe qui sait que c'est possible de revenir d'un 2-0 face au Paris SG, c'est le Stade Rennais, hein, Coupe de France 2019 oblige. Mais quand vous marquez le troisième but, vous pouvez complètement inverser aussi la dynamique d'un match et peut-être vous relancer. Guillaume, alors, pour vous, tournant Le Paul ou Samba? Non. Aucun des deux. Non, aucun des deux, parce que moi j'aurais tendance à dire que c'est l'occasion de Rongier qui est loupée, parce qu'elle intervient à la 36e, je crois. Et derrière, il y a le but de Mayolou qui arrive juste avant la mi-temps, et je pense que là, vraiment, ça nous casse psychologiquement. C'est pas faux, c'est bien, on a tous des tournants différents, j'aime bien. Pour moi, c'est plus là, à cet endroit-là, que vraiment le match commence à se perdre, en tout cas. Ça veut aussi dire qu'on a fait un bon match, du coup. Parce qu'on était à ça à chaque fois, de revenir dedans. Et on a manqué d'efficacité finalement, c'est ça? Oui. En fait, c'est ça pour vous la finalité, la conclusion de ce match, c'est le manque d'efficacité. C'est aussi ce qu'ils disent. Oui, bien sûr, dans les deux surfaces. Dans les deux surfaces, je trouve. Même le deuxième but qu'on prend. Après, João Neves, je crois, il taupe sa passe un peu, c'est hyper intelligent, mais on est quand même pas assez proche, etc. Il y a pas mal d'erreurs. Pour rester sur le Stade Rennais, est-ce que vous avez compris la sortie de Djaoui Cissé à la pause? Alors moi, je vous pose la question parce que j'avais pas le sentiment que c'était le plus mauvais des milieux. Je trouve que Mady Camara, pour moi, si on parle des milieux, a été fantomatique. Ok, il faisait pas un grand match, mais c'était le cas quand même de pas mal de Rennais. Et surtout, je dis ça parce que Habib Beye, en après-match, on lui pose la question, il dit pourquoi vous avez fait sortir Djaoui Cissé? Est-ce que vous pouvez nous expliquer? C'est un choix, quelqu'un qui le relance, c'est un choix, et on voit qu'il est très fermé, très dur, quoi. Enfin, de là à nous laisser penser qu'il se passe quelque chose quand même avec son milieu de terrain, qui a quand même souvent été la cible de son courroux, je trouve, depuis le début de saison, à Habib Beye. Est-ce que vous le comprenez? Comment vous interprétez ça, les uns les autres? Florent Boursier, non? Vous n'avez pas de... Moi, j'ai pas compris. Ouais, vous avez Moi, j'ai pas compris. Et Djaoui Cissé, c'est pas la première fois qu'il est le fusible de Habib Beye. Je suis d'accord. Donc, moi, c'est ça qui m'étonne un peu. Je sais pas. Emilien? Moi, j'ai pas de réponse. J'ai pas compris non plus. Ouais. Et quand il parle à chaque fois de Djaoui, j'ai l'impression qu'il met une exigence supérieure à lui sous prétexte que c'est quelqu'un de plus talentueux que les autres. Et c'est peut-être le cas. Mais c'est possible que ce soit ça. Mais du coup, c'est une bonne piste. Peut-être que lui, dès qu'il voit quelque chose qu'il estime que Djaoui, normalement, devrait réussir et qu'il ne le fait pas, peut-être que forcément, il est plus sévère avec lui qu'avec un autre. C'est peut-être le cas. Vous en pensez quoi? Parce que c'est vrai que Djaoui Cissé, après ces dernières semaines, il n'est pas non plus au meilleur de ce qu'il est capable de faire. Mais moi, je suis d'accord, je trouve que c'était pas le pire des Rennais. Même si sur les réseaux, j'en ai vu plein aussi trouver qu'il n'était pas bon. Donc je sais pas, on va se tourner vers nos supporters. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que vous avez compris ce changement, plus avec Merlin qui rentre à sa place? Guillaume?
Moi, je suis assez d'accord avec Emilien. Moi, j'ai pas compris. Et effectivement, le côté, je suis très exigeant parce que peut-être que c'est moi qui l'ai sorti ou je sais pas. Enfin, il y a peut-être. Oui, c'est moi qui voilà. Je l'ai fait éclore entre guillemets. Maintenant, j'en attends peut-être. On dirait un père qui est beaucoup dur. trop. Ouais. Un père qui est dur avec son fils, peut-être. C'est bête, mais ça peut paraître bête, mais voilà. Mais au-delà de ça, c'est surtout l'entrée de Merlin à ce poste-là que j'interroge parce que. Il est formé là, faut le savoir. Hein. C'est un milieu central de formation. C'est assez peu su, je pense, mais c'est un milieu central de formation. Quentin Merlin. Je vous vois faire oui, Emilien, vous êtes d'accord, vous le savez. Avec lui, oui, voilà, donc, et il était milieu. Il était milieu, excellent. D'accord. Moi, j'ai pas compris. Mais je comprends que les gens ne le sachent pas forcément et que ça puisse étonner. Bon, Mickaël sur Jaoui, je sais pas Guillaume si vous aviez terminé, mais non, mais voilà, une incompréhension aussi. Alors peut-être qu'il y a des consignes qui lui ont été données qu'il ne respecte pas. Enfin, c'est compliqué. C'est possible aussi. Hein. C'est vrai qu'on sait pas exactement ce qu'il lui a été demandé. Mais c'est vrai que souvent il fait les frais. Jaoui Cissé quelque chose qui fonctionne pas, j'ai l'impression dans l'équipe. Le premier homme visé, c'est Jaoui Cissé, donc. Ouais, un petit peu la tête de Turc, je sais pas. On posera la question en tout cas à Bib Bey certainement cette semaine en cours d'avant-match avant Brest. Je pense qu'évidemment il y aura des questions sur Jaoui Cissé, savoir un petit peu ce qui se passe avec lui. Est-ce que une des dernières questions sur ce match, est-ce que Rennes n'est pas aussi tout simplement tombé sur le réveil du PSG cette saison parce qu'on peut beaucoup parler de nos Rennais, mais finalement est-ce qu'on n'est pas tombé sur parce que Gvara par exemple faisait un début de saison très moyen, on est tombé sur un énorme Gvara. Barcola, je pense qu'il a pas fait un match comme ça depuis le début de la saison. Qu'est-ce que vous en pensez, Emilien ? J'ai vu PSG Monaco aussi en entier. Et je trouve pas que Rennes ait fait une prestation beaucoup inférieure à Monaco, à ce qu'a proposé Monaco. Donc, mais par contre, je trouve que Paris était largement meilleur. C'est ce que je dis, voilà. Donc le réveil du PSG, donc, peut-être. Je pense que oui, ça passe un peu par là. Et comme tu disais tout à l'heure, c'est sûr que la défaite de Paris à Monaco, ça nous a fait limite du mal, je pense. Oui, moi je me posais la question avant, est-ce que ça allait nous faire du bien ou du mal ? Réveil de Paris, vous l'avez senti comme ça ? Je ne sais pas si vous avez vu beaucoup de matchs de Paris depuis le début de saison les uns les autres, mais Mickaël. Il y a des joueurs qui reviennent bien, Zahir Emery par exemple. Je trouve qu'il fait un sacré match. Ouais. Mais là, lui, il faisait un bon début de saison pour le coup. Il revient bien. Il revient, je trouve qu'il revient bien. Je trouve qu'il revient aussi de loin d'ailleurs. Et je trouve il était très très présent sur ce match, entre autres joueurs. Hein, mais je trouvais qu'il a fait une belle prestation, une belle équipe. Oui, mais alors une belle équipe quand même amoindrie, pardon de le dire. Mais le PSG joue sans Chevalier, Safonov finalement. C'était peut-être mieux pour avoir Safonov, mais Hakimi, Mendes, peut-être les deux meilleurs latéraux du monde. Je pense qu'il n'y a peut-être pas de débat là-dessus. Désiré Doué, Golden Boy, Ousmane Dembélé, le Ballon d'Or, tous pas titulaires au coup d'envoi. Quoi qu'on en dise, normalement c'est un PSG amoindri, Guillaume. Ça en dit long sur la qualité de l'effectif. Voilà, ils ont une vingtaine de joueurs qui sont prêts directement à faire mal à toutes les équipes. Et puis, mais on le sentait pas sur les autres matchs du début de saison, je trouve, pour le PSG. Ça dépend quand. Peut-être en Ligue des Champions, si, parce que par exemple le match au Barça, où ils ont une équipe un peu remaniée. Après, est-ce que la saison du PSG va pas démarrer à cette période-là, vraisemblablement ? Est-ce qu'ils sont pas calibrés justement pour hausser le curseur à cette période aussi ? Emilien, vous avez une réponse pour Guillaume ? C'est la semaine dernière aussi que Lens passe premier, il me semble. Ouais. Peut-être que c'est aussi le déclic de se dire c'est bon. Il va falloir accélérer là. On va peut-être la reprendre de première place. On va peut-être faire les cons. Non, mais c'est peut-être aussi. Et le retour au parc, il y a tout. C'est possible. Une dernière question. Qu'est-ce que vous avez pensé du rouge de Jacquet ? J'en parlerai un petit peu dans le coup de gueule. Pour l'instant, du coup, je donne pas mon avis. Mais le rouge de Jacquet, qu'est-ce que vous en avez pensé les uns les autres, Guillaume ? Alors le premier jaune, il est honteux. Vraiment. Mais le bémol, c'est qu'il prend le deuxième. Et le deuxième, il est valable en fait. Donc il est à moitié scandaleux en fait, son rouge. À partir du moment où il n'y a pas le premier, du coup, je crois que je dévoile un petit peu ce que j'en ai pensé de ce rouge. Non ? Mickaël, qu'est-ce que vous en avez pensé ? Je suis d'accord, le deuxième est quand même... c'est un jaune orangé quand même. Hein. Autant sur le premier carton jaune, c'est parfaitement discutable, voire même pour moi, il n'y a pas de carton jaune, mais, parce qu'il n'y a pas de faute. Mais sur le deuxième, quand on revoit les ralentis, il y va, Jacquet quand même. Hein. Ouais. C'est si dur que ça sur le deuxième jaune. Florent, je vous vois faire la tête. Moi, je trouve pas. Ouais, moi non plus. Moi, je trouve pas. C'est plus maladroit, plus. Oui, il voit pas le joueur arriver. Voilà, il n'y a pas d'intensité. Il y a pas du tout. Exactement. En fait, il faut le voir en direct au stade à vitesse réelle. Il n'y a aucune force mise dans même le geste, au ralenti, il y a pas de. Il y va pas fort. Il le voit pas en fait le joueur. Ouais. Il le voit pas. Emilien. Du coup, à la limite, le deuxième, tu peux mettre jaune. Mais du coup, on peut se poser la question de comment on peut mettre un jaune sur la première.
Est-ce que Et ça, l'arbitrage... du coup, ça a des incidences énormes. Mais oui, que c'est nous, pour ça que je un trouve autre match, ça, ce je serait trouve ça pareil. fou. Mais moi, il y avait plein de supporters parisiens, quand je dis ça, qui me disent bon, on s'en fout, de toute façon, le match a été plié, de quoi vous parlez d'arbitrage. Mais ok, il n'y a pas de souci, je dis pas que l'arbitrage a fait perdre le Stade Rennais. Je dis juste que s'il y a une incidence, déjà, le Stade Rennais n'aura pas Jérémy Jacquet contre Brest. Quand même, petite incidence. On prend 2 buts en plus après ce match. Et pour un peu que le goal average, et en plus, en ce moment, dans cette zone du classement, le goal average, effectivement, joue. Rennes est derrière Lyon, par exemple, au goal average. Est-ce que ça n'aura pas Moi, je dirais même grosse incidence parce qu'aujourd'hui, Jérémy Jacquet, c'est quand même. C'est celui c'est notre meilleur joueur de l'équipe. Enfin, derrière, on l'a vu sur ce match-là. Hein. On est d'accord. Ça peut pas être revu en commission de discipline, ce genre de... Je pense que sur une situation comme ça, ils pourront pas l'enlever. Il faudrait vraiment que ce soit un rouge direct avec une erreur pour moi hyper manifeste. Là, sur le premier jaune, j'ai vu les ralentis, on voit pas grand-chose. En direct au stade, il n'y a pas faute, mais vraiment, il n'y a jamais faute. Même le commentateur de Ligue 1+, parce que j'ai regardé l'action sur Ligue 1+, il dit « Oh, superbe intervention de Jacquet ». Moi, j'ai dit pareil à l'antenne. Et puis derrière, on voit l'arbitre siffler faute, donner le jaune. Bon. Je vois pas, honnêtement, la commission sortir Jérémy Jacquet du lot. Mais c'est marrant, vous disiez qu'il faisait un bon match, il a quand même pris un rouge. On va parler tout de suite des tops et des flops. Et il y a quelqu'un ici qui a cité Jérémy Jacquet dans les tops. Tout de suite, les prestations individuelles des joueurs dans le lundi, c'est Rosie. Les tops et les flops du lundi. Mais avant de parler de top, on va démarrer par les flops. Vous allez chacun me donner le nom de la personne que vous avez choisie et on va débriefer juste après. Emilien, allez-y, parce que vous avez un petit trio, vous pouvez tous les donner. J'ai juste mis je vous les donne. Il y a Samba dedans. Il y a Samba dedans, je vous confirme. La finition, je crois. La finition, et vous m'avez mis Madi Camara. Ah ouais, Madi Camara. Madi Camara. J'assume mes propos. Le trio, j'espère. C'est vous qui avez écrit ça. Florent. Moi, Samba et la finition également. Samba et la finition. Mickaël, pour vous? Samba, pour être en cohérence avec ce que j'ai dit sur l'impact du 3e but. Voilà. Absolument, puisque le tournant du match pour vous, c'est ce 3e but. Et cette erreur de Brice Samba. Guillaume? Au départ, je voulais dire Samba, mais après revisionnage, je vais dire Aïd Boudlal. Aïd Boudlal, qui, je crois, se trouve pour la première fois dans les flops. Peut-être après le rouge contre Marseille. Mais voilà. Et moi, j'ai mis Brice Samba aussi. J'aurais pu mettre Madi Camara également. J'ai hésité. Aïd Boudlal aussi fait pas un très grand match. Effectivement, voilà. Donc, on va maintenant un petit peu en débattre sur Brice Samba. Je crois que Mickaël vous a déjà un petit peu tout dit de ce que vous lui reprochez. Alors après, sur l'ensemble du match, ça reste quand même un gardien de haut niveau, ça c'est pas le problème. Mais je n'arrive pas à comprendre comment il peut faire une telle erreur à ce moment-là du match et avec les conséquences que l'on connaît. Quoi. Ouais. Je comprends pas bien. Alors moi, il y a cette erreur. Effectivement, il fait des arrêts dans le match. Je trouve qu'il n'y a pas non plus d'arrêt infaisable. Enfin, je veux dire, s'il les fait pas, limite, on pourrait plutôt lui reprocher. Et moi, j'ai un autre but qui me gêne énormément. C'est le 5e but, en fait. Il prend une frappe quand même de 25 mètres à ras de terre du mauvais pied de Gonzalo Ramos. Je suis désolé. Enfin, moi, je trouve ça anormal qu'un gardien international encaisse ce but. Et d'ailleurs, et pour moi, pour battre Paris, de toute façon, si vous n'avez pas un grand gardien, c'est compliqué. Et justement, Rennes n'a pas eu. Quand on parle d'efficacité dans les zones de vérité, il y a les défenseurs, il y a aussi le gardien. Et je pense que le gardien n'a pas été au niveau. Emilien, vous voulez ajouter quelque chose sur Brice Samba? Moi, c'est pas les arrêts et tout. Je trouve ça difficile de juger quand on n'est pas, etc. C'est plus dans le langage corporel. Et je trouve que c'était déjà le cas sur les matchs d'avant. Même à Metz, en fait, il est détendu dans ses passes. Mais je ne sais pas si sa nonchalance est naturelle. Parce que j'ai pas assez vu ses matchs quand il était en Angleterre ou même à Lens. Mais je trouve qu'il est trop détendu, en fait. Et on a déjà tout le monde dit ça à chaque fois. On a déjà des jeunes c'est derrière. Chose que beaucoup de gens et relèvent. Jacquet est nonchalant de base. Aïd Boudlal, je connais pas assez. Et Lilian, et je pense qu'il a besoin d'être rassuré par un gardien qui est peut-être un peu plus propre. Entre eux, on a vu à Metz que mais je sais ça pas. avait fricoté un peu entre après, Samba et Brassi à un moment. C'est peut-être une demande de prendre autant de risques, donc je sais pas. Mais je le trouve nonchalant en fait. Samba aussi, Florent, vous vouliez dire quelque chose d'autre? La finition, alors elle est peut-être sur la finition, tiens. Ouais, la finition. On a beaucoup parlé de Samba. On a pêché dans la finition parce que si à la 30e ou si sur les actions qu'on a eues, on revient. Est-ce qu'on pêche ou est-ce qu'on tombe aussi sur Safonov? Celle de Rongier peut peut-être être mieux mise. Celle de Le C'est Paul. les deux. Hein. Ouais. C'est les deux. Hein. C'est sûr que les deux, mon capitaine. Le gardien nous a pas aidés. Hein. Non. Donc. Matvei Safonov qui a remplacé Lucas Chavelier sur ce match. Aïd Boudlal, Guillaume.
Ah, le pauvre. Vous avez revu le match, expliquez-nous. Ouais, il a pris un peu l'enfer. Ah bah, il a vécu un calvaire face à Gvara. Alors Frankowski aussi, parce que vous Il- citez et- Ed Boudlal, et moi je me rappelle qu'à l'antenne en début de match, je citais aussi pas mal Frankowski qui a Exact. pris 1 ou 2 tours de rein quand même au début Pour- du match. Pour pondérer ce flop, j'ai envie de dire qu'il n'a pas été aidé par Frankowski, notamment sur le premier but de Gvara, où Frankowski lui aussi, je sais pas, il accompagne très bizarrement Gvara, je trouve, qui après derrière se fait un malin plaisir à embêter Aïd Boudlal. Et derrière, pareil, en deuxième mi-temps, Frankowski a un peu trop laissé Aïd Boudlal au dépourvu. Donc voilà. Ok. Et bon, ouais, pour terminer, moi je vais citer Mady Camara aussi. Emilien l'avait un petit peu cité. Je l'ai un peu dit tout à l'heure parce que je l'ai trouvé honnêtement fantomatique sur le match. Je ne l'ai pas vu, ni à la récupération. Cette zone, quand même, il est dans la zone finalement aussi de Gvara, où Gvara s'est baladé. On parle de Frankowski et de Boudlal. S'il y a un troisième normalement qui doit venir un peu en soutien, c'est Mady Camara. Où était-il? Je ne sais pas. Et voilà, bon, on va lui pardonner parce qu'il a fait des gros matchs les semaines précédentes. Il montait vraiment en puissance. Mais voilà, petite alerte pour Mady Camara. Emilien, vous vouliez... Non, tout est dit. Ouais. Et bon, on va passer au top maintenant, et il est quasi unanime le top. Je vais le dire puisqu'on a tous le même à part Emilien, bon, qui avait un peu le même et que j'ai un petit peu forcé à mettre quelqu'un d'autre. Emilien, c'est qui du coup? Jacquet pour moi. Jérémy Jacquet pour Emilien. Et pour tous les autres, pour nous tous, c'est Moussa Altamari. Donc on va pas faire le tour de table où vous dites le nom, on va direct aller expliquer chacun pourquoi vous avez aimé Moussa Altamari. On va commencer par le Jordanien, Guillaume. Parce que le danger, au-delà des occasions de Le Paul et de Rongier, le danger il venait principalement d'Altamari. Le seul bémol, c'est qu'en fait, il a les défauts de ses qualités, c'est qu'il donne beaucoup, mais derrière, dans la réalisation de la dernière passe, c'est pas ça. Mais du coup, force est de constater qu'il a pas été avare d'efforts, et ça c'est cool, quoi. Ouais, c'est vrai, mais c'est du Altamari dans le texte, Voilà. mais sur ces matchs-là, du bon Altamari. Mickaël sur Altamari. Peu de choses à rajouter, parce que finalement, c'est ça, c'est Altamari est très généreux, très très généreux. Mais bon, en plus, le problème, c'est qu'aujourd'hui, on s'attend toujours à finalement, on se dit, mais ça y est, alors comment il va mal finir? C'est ça le problème. De quelle manière il va nous foirer voilà, le c'est ça. Il va forcément rater quelque chose à un moment donné. Et c'est dommage parce que c'est vraiment. Moi, j'apprécie énormément son engagement, toute l'énergie qu'il peut donner. Et je trouve que c'est aussi, ça fait du bien aussi de voir dans une équipe telle que Rennes quelqu'un qui soit aussi volontaire et dynamique, quoi. Et une stat que j'avais donnée à Emilien, on avait parlé avant le match de Moussa Altamari, parce que je sais qu'il y a des gens qui aiment moins. C'est le plus-minus. Je sais pas si les fans de basket doivent connaître. Le plus-minus, c'est votre goal average individuel quand vous êtes joueur, quand vous êtes sur le terrain. C'est-à-dire que par exemple, en foot, un joueur qui son équipe mène 2-0, il est titulaire au coup d'envoi, son équipe mène 2-0, il va sortir à 2-0, lui il a plus 2 dans cette stat. Et par exemple, le mec qui va le remplacer, si le match se termine à 2-2, lui il aura moins 2. Les autres joueurs auront 0, ceux qui auront fait tout le match. Pour expliquer. Et donc Moussa Altamari, il a le meilleur plus-minus de l'effectif rennais de loin. Alors là, il va peut-être être un petit peu baissé avec ce 5-0, mais bon, les autres aussi en ont pris 5. Hein. Et c'est une stat quand même qui veut dire que l'équipe est meilleure quand vous êtes là. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est un joueur entraînant. Je pense que ce qu'on se disait avec Emilien, c'est que c'est un joueur, finalement, comme Laborde à l'époque en 21-22, je pense que Guirassy est peut-être déjà meilleur à ce moment-là, finalement, au fond. Et que Bruno Genesio le sait peut-être, mais il met Gaëtan Laborde parce que c'est un joueur entraînant qui emmène l'équipe au pressing avec lui, son dynamisme, finalement, et amène quelque chose à l'équipe. Donc, je pense que chez Moussa Altamari, il y a de ça, même si effectivement, on a dit aussi ses petits défauts. Sur Moussa Altamari, vous êtes comment, Florent? Comment vous vous positionnez sur ce joueur particulier? Il est sur la continuité du mois dernier, en fait, où il est très intéressant, parce qu'il prend la profondeur, et on n'a pas non plus énormément de joueurs qui peuvent la prendre. Donc il prend la profondeur, et étonnamment, son poste de piston gauche, il le tient bien. Après, c'est sûr qu'aujourd'hui, sur les attitudes défensives, c'est un peu plus compliqué parce que c'est pas un. Oui, on sent que des fois sur des positionnements, il y a. C'est pas un défenseur, donc contre Paris, voilà, il a apporté, mais c'est sûr que derrière, défensivement, c'est un peu plus compliqué. Ouais, et encore que je sais pas si c'est tant venu de son côté. Hein. J'ai pas ce sentiment-là. Peut-être plus du côté de Frankowski, enfin en tout cas du côté de Gvara finalement aussi. Mais bon, Barcola aussi a eu ces situations. Ouais. Emilien, vous vouliez parler de Jacquet? Je l'ai trouvé, il a pris rouge, hein, mais je l'ai trouvé très très bon encore. Est-ce qu'il n'était pas en train de poser un CV? En fait, j'étais en train de me dire, si je le mets dans l'autre équipe, il n'y a aucun problème. Et il est titulaire, quoi.
Il n'y a aucun problème. Et il y a une action, je sais pas si tu as vu sur Ligue 1+, à la réalisation, il dribble sur le côté, je crois, il y a Ah, mais déjà bien 2 ou sûr, 3 à gauche, 0 et on voit Luis Luis Enrique. Enrique qui était prêt à engueuler, mais il s'est dit, c'est beau en fait, et je regarde. Je l'ai Et vu du coup, aussi. je me suis dit, putain, ouais, franchement, il est beau à avoir joué, quoi. Ouais. Mais bon, il prend un rouge. Hein. Oui, mais bon, on en a parlé. Mais moi, je serais pas très étonné qu'on le voit avec le maillot inverse l'année prochaine si à nouveau un PSG. Bon, j'aimerais qu'il reste au Stade Rennais le plus longtemps possible, mais je serais pas très étonné que Paris, après les réussites de joueurs formés au Stade Rennais dans leur effectif, se penche sur le cas de Jérémy Jacquet, qui en plus, c'est un poste aussi où Paris risque de prospecter. Donc voilà. Vous le verriez là-bas. Vous avez envie qu'il reste à Rennes? Il a une telle assurance, balle au pied, ça défend bien. Il a une où il doit progresser encore, je pense, c'est sur la lecture de la profondeur. Mais sinon, Mais en fait, il va tellement vite que même s'il est un peu en retard sur la lecture de la profondeur, souvent beaucoup il de choses rattrape déjà. le joueur adverse. Vous avez envie de le garder, j'imagine. Et s'il part à Paris, il faut les faire cracher. Hein, je l'ai pas précisé, mais faut allonger le billet quand même. Plus, quoi. Ouais. Rien que déjà par sa carrure, ça. Ouais, il a une Il aura, impose, il y a hein. quelque chose, Ouais, il y a quelque chose. Quoi. un charisme. Guillaume, vous aimez bien Jérémy Jacquet? Moi, j'adore. Ouais. C'est le chouchou de cette saison ou pas? Enfin, on en a parlé de pas mal de chouchous, mais c'est pour vous. Petite préférence pour Altamari, moi, je trouve. Donc Guillaume est plus Altamari que Jacquet, on l'a compris. Vous êtes prêts, messieurs, ou quoi? Vous avez révisé un petit peu avant l'émission? Pas du tout. Un petit peu. Eh ben, on va jouer tout de suite. On va voir où en sont les connaissances de nos intervenants aujourd'hui dans le lundi. C'est Rosie, c'est le quiz. Le lundi, c'est Rosie, le quiz. Et cette saison, je le répète semaine après semaine, ce sont les anciens joueurs qui s'illustrent. Ils ont encore le bâton de Bourbotte en main. Rendez-vous compte, Fabrice Pinel était là la semaine dernière, il a perdu. Alors, il y avait la loi Pinel qui fait que ses réponses comptent 0,5. Ah, Donc, d'accord. il a été un petit peu désavantagé. Mais ce sont encore les anciens joueurs qui ont gagné, qui gagnent 7-5, qui détiennent donc le bâton de Bourbotte de l'émission. Je dis ça parce que sachez que le bâton de Bourbotte, le vrai, en Ligue 1, ce trophée virtuel qui se passe d'équipe en équipe, il faut battre l'équipe qui le détient pour le récupérer soi-même, sera en jeu samedi au Roazhon Park. C'est Brest qui est l'actuel détenteur. Voilà, donc sachez-le. Et chez nous, il est chez les anciens joueurs, 7-5 cette saison. Pour les anciens joueurs, le thème du quiz, ce sera Brest, justement, les confrontations avec le Stade brestois. Je le rappelle, évidemment, pour prendre la main, pour répondre à chaque question, vous donnez le nom de l'équipe, supporter, ancien joueur. Vous êtes prêts, messieurs? C'est parti. Allez, première question. Lors de la saison 2023-2024, Brest s'impose 5-4 dans un match dingue face à Rennes au Roazhon Park et valide son ticket européen ce jour-là. 2 débuteurs brestois sont aujourd'hui rennais. De qui s'agit-il? Supporters. Brassier. Et 5, 4, 3, 2, 1. Non. ancien joueur. Ancien joueur. Vas-y. Ancien Vas-y, joueur. vas-y. Camara. Ouais, mais des camarades. Eh oui. Allez, pour eux, du coup. sur le gong. Ah bah non, mais franchement, vous l'avez pas dit assez fort, Mickaël. Alors je suis désolé, je l'ai pas entendu. Non plus. Je suis désolé, je l'avais pas Pas entendu. entendu. Il n'y a jamais de triche dans l'émission à faire des anciens joueurs en plus. Ça, je peux vous garantir. Non, vraiment, je l'ai pas entendu. En plus, vous avez pris la main sans l'avoir le deuxième, donc rien que pour ça. je pensais qu'il y avait ça un devrait être point, une petite je pensais qu'il y avait un pénalité. point par Non, réponse en fait. il fallait les deux. 1-0 pour les anciens joueurs Brassier et Camara, effectivement, qui avaient d'ailleurs marqué les 2 derniers buts de Brest dans cette victoire 5-4. Des Brestois, deuxième question. Le bâton de Bourbotte, je vous l'ai dit, sera en jeu samedi. C'est un trophée virtuel qui passe de main en main. Vrai ou faux, Rennes a déjà été détenteur du bâton de Bourbotte cette saison? Supporter. Faux. Faux. Eh ben non, c'est une mauvaise réponse, c'était vrai. 2-0 pour les anciens joueurs, mais ils marquent des points en faisant rien, les mecs. Rennes avait été détenteur en battant Marseille à la première journée et l'avait perdu la semaine suivante du côté de Lorient. C'était Marseille qui l'avait d'ailleurs récupéré à Rennes à la dernière journée de la saison précédente. Enfin, voilà, Rennes l'a pas mal eu. Et donc Rennes pourra le récupérer à nouveau. 2-0 pour les anciens joueurs. Troisième question. Brest qui valide sa qualif européenne à Rennes en 2024. On en a parlé, mais l'année précédente, c'est Rennes qui en avait fait de même à Le Blé. Succès 2-1 à la dernière journée. Vrai ou faux, lors de ce match, Pierre Lesmelou avait été exclu pour une faute sur Lovro Mayer. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Ancien joueur. Plus personne veut prendre de risques. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est crois que faux, c'est ce vrai. joueur? Et non, c'était faux.
Oh, vous êtes mauvais aujourd'hui, vraiment. 2-1, c'était faux. Et en fait, justement, moi aussi, je pensais qu'il avait pris rouge, mais il y a but sur c'est sur le coup franc, sur le penalty, pardon, où il fait une faute dans la surface, il prend en jaune et Benjamin Bourigeaud avait marqué sur penalty et sur coup franc dans ce match-là, mais Perles Melou n'avait pas été exclu. 2-1, c'est pas terminé dans ce quiz. 2-1 pour les anciens joueurs. 4e question. Quelle recrue du piteux Mercato Massara de l'été 2024 a inscrit son unique but avec Rennes face à Brest la saison dernière? Supporter. Jota, bien sûr, de partout. La dernière question va être décisive. L'indice que j'attendais un peu pour donner l'indice, mais avec quelle partie du corps il a marqué, Guillaume André, Jota, ce jour-là? Non, je vais me censurer. Joker. Une partie du corps, on va dire, inhabituelle. Hein. Il avait plongé sur un centre d'une autre recrue du piteux Mercato Massara, Andrés Gomes. Avec son short, bien vu. Très bien. Emilia Wafla, effectivement, en plus. Bah oui, c'est vrai. Pour le coup, il a marqué avec son short. 5e question. Et celle-ci est décisive, messieurs. En 2019, Rennes et Brest font match nul 0-0 à Le Blé, qui était l'arbitre central qui avait provoqué le courroux des Rennais en refusant un but de Rafinha qu'il avait d'abord validé avant d'aller visionner les images sous la pression des joueurs brestois qui avaient arrêté le jeu pendant 6 minutes pour lui forcer la main. Il voulait pas aller voir le VAR. Les joueurs brestois ont refusé de prendre le jeu, lui ont mis la pression, il avait validé le but des Rennais et à force de pression, il est allé voir le VAR. C'est un arbitre célèbre de supporter. Clément Turpin, bien joué. 3-2 pour les supporters, c'était Clément Turpin. Vous vous souvenez pas de cette histoire là? Si, j'étais devant ma télé, j'étais fou. Ah mais j'étais fou, dingue, pareil, ouais, je devenais dingo. Ouais. Le jeu ne reprenait pas et le but était validé, ils ont décidé de pas reprendre le jeu. Et ils ont réussi à obtenir l'annulation du but quand même, comme ça les Brestois. C'est une spéciale Brest, parce que je sais pas si vous avez vu, récemment ils l'ont refait face au PSG pour obtenir un penalty qui n'aurait pas été donné en première intention. Ils sont allés forcer un petit peu la main à Jérémy Pignard cette fois-là. C'était le quiz. Tout de suite, quelques petits coups de gueule pêle-mêle. Le coup de gueule de la semaine. Et avant les coups de gueule, petite félicitation quand même à la paire rennaise Mandanda Danique qui a gagné un tournoi de paddle aujourd'hui, un tournoi spécial joueur de foot. Le Four Paddle Football Club s'est organisé par Frédéric Piquen. Il représentait Rennes, hein, ils avaient leur petit fanion Stade Rennais, tout ça. Et ils ont battu en finale la paire OM qui était composée de Mamadou Niang et de Gaël Givet. Après avoir battu en demi-finale la paire lyonnaise Gonalon-Grenier. Donc voilà, on félicite Steve Mandanda et Gaël Danique. Et c'est assez drôle de voir Steve Mandanda rentrer. Il y a les stories sur Instagram avec un fanion Stade Rennais face à l'équipe OM en face avec Mamadou Niang et Gaël Givet. Donc bravo notamment à Gaël, mon consultant préféré. Petit coup de gueule donc oui, parce que voilà, on en a un peu parlé dans l'avant-match, mais le manque d'agressivité, je trouve que c'est anormal de faire 5 fautes seulement au Parc des Princes quand on a aussi peu le ballon. On a un peu parlé de toutes les incidences que ça a pu avoir, notamment sur le premier but. Et je trouve que c'est pas normal d'avoir moins d'agressivité que le PSG qui lui fait 9 fautes quand même sur la rencontre en ayant beaucoup moins le ballon, qui a montré qu'il avait plus de vices. Pour moi, c'est pas normal quand on joue Paris, voilà, de se retrouver avec ces stats-là. On sait que le match va être compliqué, qu'il va falloir mettre de l'engagement. Et les Rennais n'en ont clairement pas assez mis. Il y a ça, il y a effectivement le coup de gueule pour Marc Bollangier, ce carton rouge que je ne comprends pas, mais on a déjà un petit peu tout dit, parce que sur cette première faute, il n'y a pas faute, monsieur Bollangier, tout simplement. Et donc le jaune à Jérémy Jacquet me paraît scandaleux. Je trouve que le deuxième jaune, il y a jaune, mais voilà, ça va pas plus loin. Et donc il n'aurait pas dû avoir rouge pour Jérémy Jacquet. Et encore une fois, tout cela est des incidences. Et puis pour cette dernière stat qui est pas terrible pour Habib Beye, qui malheureusement prend un petit peu l'habitude de prendre des scores. Hein. Depuis qu'il est arrivé, il y a 30 matchs dirigés par Habib Beye. Il y a eu 4 défaites par 3 buts d'écart ou plus. Donc Paris par 2 fois. Il y a eu Lyon la saison dernière, il y a eu Lorient en début de saison. Pour trouver trace des 4 précédentes, avant l'arrivée d'Habib Beye, il y a une séquence de 199 matchs. Lui, il l'a fait en 30 matchs. Avant ces 199 matchs, 4 ans et demi pour trouver trace de 4 défaites seulement par 3 buts d'écart ou plus pour le Stade Rennais. Et dans ces matchs-là, il y a quand même un match à Chelsea en Ligue des Champions, Chelsea qui gagne la Ligue des Champions cette année-là, et puis un match à San Siro, Milan AC. Habib Beye n'a pas non plus joué encore des adversaires de ce calibre. Ses prédécesseurs jouaient eux aussi, le PSG. Donc voilà, je trouve que petit point de vigilance là-dessus. Et je rappelle aussi que malheureusement, cette défaite par 5 buts d'écart face au PSG, eh bien, ça faisait 20 ans en Ligue 1 que le Stade Rennais n'avait pas perdu par 20 buts d'écart. Il y en a eu des mauvaises par 5 buts d'écart. Il y en a eu des mauvaises saisons entre-temps, dans les 20 ans. Et la dernière fois, c'était face à Nancy. Donc attention quand même. Moi, je pense que personne n'apprécie de se prendre des petites fessées.
Et mine de rien, sur les stats, il y en a quelques-unes pour Habib Beye. Est-ce que c'est une stat qui signifie quelque chose pour vous ou je suis un petit peu dur en allant extraire quelque chose de compliqué, Guillaume? C'est un peu dur, je trouve. C'est un peu dur, ouais. Ouais. Je sais pas, c'est. On les prend contre qui d'ailleurs, ces belles volées Les 4 avant Ouais. les 4 avant, je vous ai dit Chelsea, Milan et 2 fois Non, Paris. celles d'Habib Beye par exemple. D'Habib Beye, 2 fois Paris, Lyon et Lorient. Ouais, donc Lorient, le Oui, mais scénario bon, est. Ouais, c'est mais pas la là, première fois de l'histoire qu'on finit à 9, non? Je sais pas. Et puis et puis sinon 2 fois contre Paris, bon bah ça reste Paris en face. Et les autres Lyon, aussi, ils ont joué Paris au moins 2 fois quand même. Enfin, c'est ça que je. Parce qu'on m'a dit la même chose. Je dis, mais. Et donc, c'est le seul qui a joué 2 fois le PSG, apparemment. Enfin, je sais pas. Après, on a aussi l'équipe qui a battu le plus le PSG depuis. Oui, mais c'était pas avec lui. Non, mais ça compte. Effectivement, non, Florent, c'est dur. Oui, c'est dur, c'est pas des stats qu'on regarde de toute façon. Donc, Non, il faut aller les fouiner, quoi. voilà, après, Paris, toutes les équipes ne sont pas ambitieux contre Paris. Donc, Bah oui, mais c'est une des questions que je posais aussi dans l'avant-match. Est-ce que du coup, c'est la bonne solution d'être ambitieux contre Paris si c'est pour derrière prendre une fessée? ouais, mais si tu prends un 0, on va dire que t'as pas été ambitieux. Donc, faut aussi accepter que quand t'es ambitieux, tu peux en prendre Vaut 5. mieux perdre une fois 5-0, comme disait Exactement, Giroud, ça. que 5 fois 1-0. Exactement. Michael, non, c'est un petit peu dur du coup cette stat. Vous aussi, vous êtes sur la Ouais. ligne, les gars. Ouais, puis moi j'ai apprécié ce que proposait Rennes. Et je préfère voir ça de Rennes que de voir une défense, le bus, et puis on Ouais. sait qu'on va s'ennuyer profondément pendant tout le match, enfin, au niveau de mode du jeu rennais. Enfin, voilà, peu importe, moi, ce que je souhaite voir avant tout, et le score est lourd, et c'est vrai, mais ce que je souhaite avant tout, c'est de voir Rennes jouer et mettre en place son jeu. Eh ben, votre ressenti est très important. Et justement, Guillaume, allez-y. Ouais. C'est peut-être plutôt ça la question que j'aurais dû poser. Est-ce que du coup, vous préférez voir votre équipe ambitieuse et prendre ces scores-là que ne pas en prendre et peut-être avoir une équipe un petit peu plus refermée sur elle-même? Et donc du coup, tu essaies de proposer quelque chose à Paris et derrière, tu as quelque chose sur lequel tu peux éventuellement construire pour après en fait. Donc moi je préfère que juste dire bah ouais on a bien défendu, on les a bien contenus, et bon bah super, on a fait preuve de valeur, voilà, peu importe. Là on a du concret dans le jeu en fait sur lequel s'appuyer pour l'avenir. Donc c'est Après, pas on mal. a été face à Paris FC et Metz, l'autre équipe que vous dites, hein, sur les valeurs et sur. Non mais. C'est vrai, certes, mais du coup, là, on va peut-être faire une transition vers pour le match de Brest. Mais Ouais. moi, j'ai envie de dire, bah, on va essayer de s'appuyer sur les 30 correctes premières minutes qu'on a faites, et puis pour essayer de battre Brest. Emilien. Il y a aussi la confiance que tu renvoies à ton groupe. Tu sors d'une belle série et tu es dans une bonne dynamique et tu y vas. Tu te dis pas, tu changes pas totalement ton plan de jeu parce que c'est Paris, etc. Tu dis non, je fais confiance. Bon, on se prend 5-0. Oui, mais voilà, Mais- justement, est-ce que mentalement, le 5-0, il va pas être plus dommageable pour Non, l'équipe? moi je suis non d'accord. Ouais. Moi, je pense qu'on peut construire là-dessus et c'est vrai que c'est dans les surfaces que ça s'est joué. Après le foot en général, mais là vraiment, je trouve que c'est vraiment le cas sur ce match. Florent. Après, la confiance, la série qu'on avait fait avant, on a eu des victoires où c'est grâce à la confiance qu'on a gagné. Oui. Donc À la attention, réussite aussi, parfois. attention face à Brest où tu sors d'une défaite quand même Lourde. assez large. Oui. Donc forcément que ça va jouer sur la confiance, forcément. Et ben voilà, on a commencé à en parler. On va parler de Brest. Le prochain match dans le lundi, c'est Rosy, ce sera face au Stade Brestois. Les enjeux du prochain match dans le lundi c'est Rosy. Et oui, face à un Stade Brestois au Roazhon Park, ce sera la 16e journée de Ligue 1. Ce sera à 17h samedi. Et Brest est en forme. Hein. Brest reste sur 3 victoires consécutives face à Metz. Mais un Metz qui lui-même était en forme à ce moment-là. Strasbourg, Monaco, attention, à ces Brestois qui, en plus, je le disais dans le quiz, restent sur 2 victoires consécutives au Roazhon Park. Donc ils réussissent plutôt bien chez nous. On le rappelle aussi, il n'y aura pas de Jacquet, on en a déjà pas mal parlé, mais il n'y aura pas non plus de Ludovic Ajorc côté brestois. Donc ce duel, ce choc qu'on aurait pu imaginer entre le grand attaquant brestois et le grand défenseur rennais n'aura pas lieu. Comment vous le sentez, ce match, tout simplement, messieurs? À quel point il est important avant les fêtes, avant la Coupe de France, Guillaume? Bah, ça va être un poncif ce que je vais dire, mais c'est un derby, Allez-y. donc. Un voilà. derby, ça se joue pas. Non, je vais pas Ça se dire ça, gagne. mais c'est toujours particulier, l'ambiance, tout ça. Donc. C'est un vrai derby, le match contre Brest? Moi, je sais pas, j'arrive pas à me plonger dans celui-là comme d'autres. C'est pas Guingamp ni Nantes pour moi, quoi.
Oui, mais ça reste un derby breton, donc voilà, il y a une petite question de suprématie bretonne à jouer. Donc, et je pense qu'il va peut-être, je ne sais pas si Habib Bey va jouer sur cette corde, mais vous, en tout cas, ça vous tient à cœur pour la suprématie. C'est vrai qu'aujourd'hui, le vrai concurrent de Rennes, si on parle de suprématie régionale, c'est Brest. Je dirais pas que ça me tient à cœur, je préfère battre Nantes par exemple, en bon supporter, mais pour revenir au match qui arrive samedi, j'ai envie d'y croire parce que je trouve on affiche un très bon visage à domicile et il faut absolument qu'on continue comme ça, au moins à domicile. C'est une condition sine qua non pour faire de bonnes choses à la Rivière. Garder ces après-midi ou ces soirs de fête au Roison Park, Mickaël. Ne pas revivre le match qu'on a pu vivre, je crois que c'est la saison dernière, c'est ça, ouais. La saison dernière, c'est pas le 5-4, c'est on perd 2-1 la saison dernière. D'accord, donc c'est l'année précédente. Ouais. Le temps passe vite. Et non, ne pas revivre ce type de match qui n'est pas forcément très bon pour le cœur. Ouais, la vache. C'est très très dur. Après, pour revenir sur ce match, oui, ce que j'espère, c'est que la confiance pour Rennes ne va pas être remise en question parce que c'est tellement compliqué, on l'a vu, parce qu'il y a quand même une question de psychologie, de mental quand même, je pense, qui aussi avait été très, très fort quand Rennes était au plus mal. Et donc on peut penser que ça reste encore un peu fragile et j'espère que cette défaite au PSG va pas rejaillir là sur la réception de Brest pour ce week-end, quoi. Et puis c'est les Galaisans contre les Bretonnants pour vous là. Ah oui, alors en plus c'est la Haute-Bretagne contre la Basse-Bretagne. Ouais. Ah ouais, oui. Donc là, mais est-ce que pour vous aussi il y a cette importance de suprématie effectivement régionale, parce que moi je le dis, mais elle va peut-être effectivement arriver cette rivalité entre Rennais et Brestois à force de voir Nantes aussi nul, si je puis me permettre, et du fait que c'est plutôt avec eux qu'on se bat, on va dire. Je pense que l'équipe rennaise est à battre. Pour que ce soit Brest, Lorient, Guingamp et un autre c'est la capitale, c'est le club. C'est ça, je pense que et puis Rennes, c'est comment dire, François Pinault, c'est voilà, enfin je pense qu'il y a ça, il y a ce qu'on vivait avec Guingamp, c'est les bouseux contre les urbains, quoi. C'est ça. Donc je pense qu'il y a toujours un petit peu cette connotation là, ouais. Il y a de ça sans doute. Sur le foot là, je vais demander aux anciens joueurs, mais parce que mais moi ça m'intéresse aussi beaucoup le côté identité. Ah non, moi ça m'intéresse presque plus. Là, je vais les faire parler parce qu'il faut qu'ils fassent les tacticiens. Mais je plaisante. Emilien, ce match, comment vous le voyez avec cette équipe brestoise qui est bien en forme quand même, je le disais. C'est très bien que Ajorc soit pas là. Ouais, je pense que c'est mieux. C'est vrai qu'il nous avait fait mal sur les deux derniers. Et même dans leur jeu, il est hyper important, je trouve. Après, c'est quand même une très bonne équipe, je pense. Oui, localement, c'est la deuxième meilleure équipe de Bretagne, je pense. Mais je pense que ça a même été la meilleure sur les 2 dernières saisons. Ils ont fini devant nous les 2 dernières saisons. C'est vrai. Donc non, difficile à dire, mais je suis d'accord, il faut absolument bien finir au stade. Et peut-être gagner aussi pour éviter de les voir remonter au classement, parce que sur leurs 3 victoires, à la force, ils vont peut-être commencer à revenir titiller la première partie de tableau, Florent. Et même pour nous, sur le plan comptable, faut gagner, hein. Faut prendre les 3 points pour rester en haut, parce que après il y a une trêve, il y a la Coupe de France, il y a une trêve. On sait très bien que c'est important de bien finir. C'est important de bien finir, surtout après la partie de saison qu'on a passée où on a été les montagnes russes. En bas. Rester en haut avant les fêtes, quoi. Voilà, exactement. Ouais. Si on peut rester dans les places européennes avant les fêtes, ce ne sera pas la fin de la phase aller exactement, parce que ce sera face à Lille, le match début janvier, qui sera la 17e journée de championnat. Merci messieurs. Merci Guillaume, merci Mickaël, merci Emilien, merci Florent. Juste un petit rappel aussi pour les gens qui nous regardent sur YouTube, n'oubliez pas de vous abonner, je vous l'ai dit en début d'émission. Si vous avez oublié de le faire, que vous n'avez pas fait pause quand je vous l'ai dit, vous le faites maintenant, c'est la fin de l'émission. Hop, la fenêtre va se fermer. Vous vous abonnez à la page ici Armorique 100% Stade Rennais. Je remercie mon frère aussi à qui j'ai emprunté ce maillot de l'Égypte. C'est bientôt la CAN, donc c'était un petit mot pour l'Égypte. Moi je suis plutôt Maroc, mais voilà, je pense à Mohamed Salah. Ça se voit. Et voilà, et aussi une dernière chose sur YouTube, n'hésitez pas à nous mettre dans les commentaires des questions si vous en avez, elles aient trait au foot, au club, à ce qui se passe en coulisses, à ce qui se passe sur le terrain. N'hésitez pas à les poser dans les commentaires de cette émission-là et on essaiera d'y répondre la semaine prochaine s'il y a des questions auxquelles on a des réponses, voilà, pour pouvoir un petit peu interagir avec vous. On se dit à dans une semaine pour le prochain. Le lundi, c'est Rosie. Bonne semaine à tous.